Site. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En cette période de confinement, les jours se suivent et se ressemblent, hélas, sur les réseaux sociaux. Chaque jour arrive un nouveau sujet de polémique. Chaque jour, une nouvelle proie numérique, un nouvel os à ronger, si j'ose dire. Hier soir, la cible, c'était Vanessa Paradis et son intérieur comparé sur les réseaux sociaux à, je cite, un mix entre un vieil HLM et une chambre d'un hôtel Formule 1. Les prises de position médicales, les lieux de confinement des uns et des autres, un mot de trop à l'antenne, tout y passe. Pour faire un état des lieux de la haine sur les réseaux sociaux, nous sommes avec le sémiologue François Jost. Bonjour. Oui, bonjour Philippe Vandel. Comment allez-vous François Jost et d'abord où êtes-vous confiné ? Écoutez, je vais bien. Je suis confiné dans un lieu que j'avais rejoint avant que j'y sois obligé, qui est la maison où je travaille, où j'écris. Alors François Jost, vous êtes spécialiste des médias, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et je voulais parler de ces sujets avec vous car il y a 2 ans, vous aviez publié un livre qui m'avait passionné, La méchanceté en actes à l'ère numérique, aux éditions du CNRS. Question d'actualité, est-ce que le confinement nous rend davantage méchants ? Je ne sais pas si c'est davantage, mais c'est sûr que, en tout cas, il y a des attaques qui ont toutes un tout petit peu la même idée. Vous venez de citer l'histoire de Vanessa Paradis. C'était hier soir. Je vais raconter ce qui s'est passé pour qui ne l'a pas vu. Elle était interviewée dans l'émission Quotidien de Yann Barthès. Elle est dans une chambre avec un lit et un mur et les gens lui en voulaient de ne pas ressembler à l'image de ce que l'on se faisait d'une chanteuse qui a réussi et qui a une grande propriété avec des grandes pièces et une grande maison. Oui, je pense que si elle avait eu des grandes pièces et une grande maison, elle aurait été attaquée de la même façon. Ce que j'avais essayé de montrer dans mon livre, moi je le vois encore plus en ce moment, c'est que on a eu des oppositions extrêmement fortes entre, d'une part, les gens qui sont en province et qui trouvent que Paris est trop mis en avant. Il y a ceux qui travaillent durement et puis ceux qui travaillent pas durement, comme les écrivains, par exemple. On a attaqué Leïla Slipani en disant exactement. Elle est à la campagne et puis elle fait pas grand-chose. François Jost, pardon de vous interrompre, mais avant de faire la recension des gens qui ont été attaqués, est-ce qu'il y a d'autant plus de haine en ce moment que d'habitude ? Est-ce que ça ne serait pas exacerbé parce qu'on a le temps de se lâcher et qu'on est tous un peu à cran car enfermés ? Oui, sûrement. Et puis, c'est vrai que dans ce genre de situation où l'on comprend pas très bien d'où vient le virus, comment ça se passe, etc., on a besoin de s'en prendre à l'autre. Ça, c'est presque une loi de psychologie sociale. Dès qu'on forme une sorte de groupe contre les gens connus, contre les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se mettent en avant, etc. Alors, je l'ai dit, à chaque jour, sa victime de la haine sur les réseaux sociaux, c'est assez simple. Vous allez sur Twitter et vous regardez ce qu'on appelle les TT, les Trending Topics, le sujet. Et tous les jours, il y a un nom nouveau qui apparaît et ce nom se fait démolir. Par exemple, parmi les cibles des internautes, le docteur Karine Lacombe, extrait de l'émission Quotidien, c'était le 13 avril sur TMC. J'ai reçu des menaces physiques, des injures, dont tous les jours dans mon service, mes secrétaires et mon personnel soignant reçoivent des coups de fil anonymes, injurieux. Karine Lacombe a donc quitté les réseaux sociaux et si elle reçoit autant de menaces, c'est à cause de ça. Sur la chloroquine, alors on en est où, Karine Lacombe ? Je voudrais terminer sur l'hydroxychloroquine. Tout le monde parle depuis quelques jours de la chloroquine. La chloroquine, le traitement du professeur Raoult, Karine Lacombe n'y croit pas et elle ne mâche pas ses mots quand on l'interroge sur ce sujet. Le problème que posent les études du professeur Raoult, c'est qu'elles ont été construites à l'envers. Les personnes peu malades guérissent en 10 jours, exactement ce qui a été montré dans cette série de cas d'à peu près 1000 personnes traitées. Donc en gros, on n'apprend rien. On a reconnu la voix de Julien Belvert pour le décryptage. Est-ce que c'est une opposition entre médecins ou est-ce que c'est une opposition, comme vous le disiez, entre Paris et la province ? Car Marseille, ici, en l'occurrence, et où exerce le professeur Raoult, et Karine Lacombe, qui semble être de la région parisienne. Mais bien sûr, c'est extraordinaire de voir des gens qui, évidemment, comme vous et moi, ne connaissent rien à la médecine et qui attaquent Karine Lacombe pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, parce qu'elle s'en prend au professeur Raoult, qui est de Marseille, et on a
très fortement une opposition entre la ville de province et Paris, et d'autre part, j'allais dire, sur la science elle-même. C'est-à-dire que Karine Lacombe, elle représente la rationalité de la science, et beaucoup de gens veulent croire plutôt à des choses qui n'ont pas forcément été démontrées, mais qui seraient apparemment efficaces. Et donc, il y a aussi cette opposition contre l'institution scientifique, qu'on retrouve dans le complotisme, qu'on retrouve dans des tas d'attaques sur d'autres sujets. Alors on en parlait, il y a également des personnalités qui ont la chance d'être confinées dans des bonnes conditions, mais qui s'en vantent, d'ailleurs on a le droit de se vanter de ce qu'on voudrait. Exemple, l'avocat Charles Consigny, ancien chroniqueur dont on n'est pas couché, c'était le 8 avril dans Les Grandes Gueules sur RMC. Je confesse que pour moi ça se passe assez bien, puisque je suis un de ces connards de Parisiens qui se sont tirés en province, et donc je vis ce confinement depuis mon Jura familial. Et je dois dire que du coup, c'est quand même beaucoup moins compliqué que si j'étais resté à Paris. Mais ça veut dire que tu ne travailles plus ? T'es criminel, mon cher Charles. Tu travailles plus ? Alors... Et puis d'ailleurs, j'ajoute que j'emmerde les gens qui ont déploré la venue des Parisiens en province. Les gens qui se sont crevés à la tâche toute leur vie pour se payer une maison à la campagne ou à l'île de Ré, ils ont bien le droit d'y aller quand... c'est la merde à Paris. Donc je trouve ces comportements indignes, et surtout dans les zones touristiques, on est quand même bien content d'avoir les Parisiens pendant la saison estivale. Alors vous en doutez, cette déclaration a suscité des réactions de haine sur les réseaux. Exemple, ce tweet: ceux qui se sont crevés à la tâche pour se payer une maison de campagne ont le droit d'y aller. Charles Consigny, fils de publicitaire, nous parle de travail pour se justifier d'avoir répandu le Covid-19 en province au goulag. C'est quand même violent. Ouais. Oui, j'en ai trouvé d'autres du même genre. Ouais. C'est très symptomatique de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que d'une part, il y a ceux qui travaillent, il y a le vrai travail et les autres, c'est-à-dire qu'avocat ici, c'est pas considéré véritablement comme un travail. Ouais. Par exemple, un tweet dit: je vous invite à travailler à l'hôpital pour avoir le droit d'utiliser ce terme, crever à la tâche. Ouais. C'est-à-dire, on voit très bien que tout métier de profession libérale, écrivain, etc., sont considérés comme des non-métiers. Ouais. Et donc comme des positions privilégiées. Alors là, en plus, on lui reproche d'avoir hérité et donc d'être dans l'élite, si vous voulez. Ouais. Finalement, on retrouve cette opposition partout entre guillemets le peuple et l'élite. Dites donc, François Jost, est-ce que ce n'était pas l'opposition qu'on entendait lors de la crise des Gilets jaunes ? Si, c'est tout à fait la suite c'est la suite des Gilets jaunes par d'autres voies. Et je disais dans la dernière phrase que je disais dans mon livre, ouais. C'était que la haine sur Twitter était la lutte de classe par d'autres moyens. Ouais. Et effectivement, j'en ai eu la confirmation avec une énorme affiche qui avait été mise sur un monument où on dit: la romantisation de la quarantaine est un privilège de classe. Donc on voit très bien que on a cette opposition qui continue, ouais. Qui s'exprime autrement maintenant, mais ouais. Qui est la même entre l'élite et le peuple. Justement, on va continuer à parler de cette romantisation de la quarantaine avec le sémiologue François Jost. On marque une pause, on se retrouve juste après ça. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Casino renforce son engagement aux côtés des pêcheurs français en mettant à l'honneur la fraîcheur et la diversité de nos produits Pavillon France, comme les maquereaux, merlans et chinchard. Ensemble, soutenons la pêche française. Merci à nos pêcheurs. Merci pour votre confiance. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Vendu en caisse de 3 kg à 12 €, soit 4 € le kilo, ou en vrac à 4,99 € le kilo, valable jusqu'au 25 avril. La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger, on peut faire... C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 € par mois pendant un an, puis 38 €. Rendez-vous sur sfr.fr. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Leclerc. Aujourd'hui, plus que jamais, nous défendons votre pouvoir d'achat. Depuis le début et jusqu'au terme du confinement, Leclerc s'engage à bloquer le prix de plus de 4000 produits marque repère parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité. On a tous un rôle à jouer.
vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Voir liste disponible sur www.e.leclerc. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle des torrents de haine qui se déversent en ce moment sur les réseaux sociaux à cause du confinement. Vous parliez, François Jost, d'une affiche romantisation de la quarantaine décrite comme un privilège de classe. Et il y a ceux dont les bonnes conditions de confinement énervent les autres. C'était le cas de la romancière Leila Slimani, prise pour cible. Elle tient dans Le Monde son journal de confinement. Je vous en lis un extrait. Jour 1, écrit Leila Slimani. Cette nuit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé l'aube se lever sur les collines, l'herbe verglacée, les tilleuls sur les branches duquel apparaissent les premiers bourgeons. Depuis vendredi 13 mars, je suis à la campagne, dans la maison où je passe tous mes week-ends depuis des années. Nous sommes confinés. J'écris cette phrase, mais elle ne veut rien dire. Il est 6 heures du matin, le jour pointe à peine. Le printemps est déjà là, sur le mur qui me fait face. Le camélia a fleuri. Et là, cette vision idyllique a agacé, hérissé les gens qui la lisaient, enfin certains. Oui, mais alors elle a eu tout. D'une part, certains qui l'ont traité de la Miss France confinée, hein, c'est parce qu'elle est jolie. D'autres donc qui ont dit que c'était indécent. Il y a eu un article notamment dans Diacritique qui est, je vous lis une phrase, l'écriture en temps de pandémie, mais qui n'exhibe que la folie de classe à l'heure où les gens meurent. Les ouvriers partent travailler au péril de leur vie, où tout s'effondre. Donc il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ceux qui travaillent vraiment, et puis ceux qui écrivent, c'est des doux rêveurs, on a trouvé ce mot d'indécence à plusieurs reprises, alors qu'au fond, elle ne fait que son travail. Et alors pourtant, justement, pour défendre Leila Slimani, elle reconnaît justement quelques lignes plus loin qu'elle a de la chance. Elle écrit « Mais nous ne sommes pas à égalité. Les jours qui viennent vont au contraire creuser avec une cruauté certaine les inégalités. Ceux qui ont peu, ceux qui n'ont rien, ceux pour qui l'avenir est tous les jours incertain, ceux-là n'ont pas la même chance que moi. Je n'ai pas faim, je n'ai pas froid, j'ai une chambre à moi d'où je vous écris ces mots. J'ai le loisir de m'évader dans des livres, dans des films. Le matin, je fais classe à mes enfants. Et pour l'instant, nous gardons notre calme. » Comme quoi, on ne s'arrête qu'à ce qu'on veut quand on veut s'en prendre à quelqu'un. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'elle était tout à fait consciente de sa position, mais ça n'a pas empêché d'opposer, je vous lis un autre tweet, les gens qui sont dans 10 mètres carrés et les gens qui sont les bobos. Les bobos qui redécouvrent le potager, je lis. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a cette opposition qui existait déjà chez les jaunes, comme vous le disiez tout à l'heure, entre l'élite et les gens qui travaillent vraiment. Alors parfois, ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont pris pour cible, alors qu'un journaliste devrait être un passeur. Autre cible, le journaliste Yves Calvi, qui a été rattrapé pour une phrase qu'il avait prononcée avant le confinement. C'était dans l'Info du Vrai sur Canal+, nous étions le 12 mars. Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. Je présentais tous les soirs cette émission et vous verrez que c'est une réalité, pardonnez-moi. Mais voilà, est-ce que il va pas y avoir un moment ou un autre une répartition des choses un petit peu différentes? Certainement qu'il va y avoir une répartition différente. Ce qui est surprenant dans cet extrait, c'est que la haine s'est déclenchée bien plus tard. Les propos de Calvi ont ressurgi le 4 avril, soit plus de 3 semaines après sa citation du 12 mars. Est-ce que ça veut dire, François Jost, que certains cherchent en permanence des os à ronger ? Oui, et ça veut dire aussi, c'est une chose qui différencie la haine sur Internet de la haine en général, c'est qu'il y a une mémoire sur Internet, et donc on va chercher des phrases parfois très en amont et parfois très très loin si on veut descendre quelqu'un. Et là, dans le cas de Calvi, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant, c'est que souvent, on a des menaces, des insultes, des menaces de mort, etc. Ici, on a quelque chose de pire, j'allais dire, c'est une menace de ne pas soigner Calvi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tweets qui disent toi, quand tu vas être malade et que tu vas arriver à l'hôpital, tu passeras après tout le monde. Et donc il y a cette non seulement cette mémoire, mais cette idée que sur Internet on n'oublie rien et que on paiera le jour du grand soir. D'ailleurs, c'est dit pratiquement textuellement par certains. Le jour du grand soir, il y en a qui vont dégager et qu'on
qu'on va attaquer. Alors une information qui va peut-être rassurer certains, c'est tombé ce matin. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, réunit aujourd'hui les plateformes et les associations pour une réunion consacrée à la haine en ligne. Parmi les participants, Twitter, Facebook, Google, SOS Homophobie, SOS Racisme, la LICRA, le CRIF et même l'Association des jeunes chinois de France. Merci beaucoup François Josse, sémiologue, spécialiste des médias, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je rappelle votre dernier ouvrage paru, La méchanceté en acte à l'ère du numérique, et puis Médias, sortir de la haine, votre livre qui va bientôt sortir. Merci d'avoir été avec nous. Et Corélie, non mais c'est le confinement. Il va sortir. Merci. Culture et médias continue.